Et je regarde, je fais, that's L'ascenseur not funny. émotionnel, ouais. Elle me fait, ton père est dans le hall, il t'attend. Et je la regarde, je fais, quoi? C'est pas drôle. Elle me fait, si, il est là avec une femme, je pense que c'est sa compagne. Et dans ma tête, je me dis, jamais sa copine viendra ici. Elle me fait, vas-y, tu peux aller la voir. Et passe ma tête sur la porte parce qu'il y avait juste une petite vitre. Et je vois mon père. Et il me voit. Et je le vois. Et je fais, comme ça, je dis bonjour de la main. Et il me fait, allez. Et je regarde et je vois, il y a une autre femme. Et je fais, mais c'est qui? Je la reconnaissais pas. Je croyais que c'était une autre compagne à lui qui était hyper haut placée à Paris niveau tout. Donc je me suis dit peut-être qu'elle est venue pour casser les pieds des gens parce qu'elle peut être vraiment méchante quand elle veut. Et donc j'ai couru dans ma chambre. J'ai pris tout ce que je pouvais mettre dans un sac. Je m'en foutais du reste. J'ai laissé toutes mes photos, toutes mes lettres, tous mes trucs. J'ai pris la peluche avec laquelle je suis arrivée. Je l'ai toujours aujourd'hui. Elle est toujours chez mon père. C'est ma petite sœur qui l'a maintenant. Et j'ai pris mon sac, je l'ai mis sur mon épaule et j'ai passé les portes. Les grosses portes qui étaient sécurisées, qui étaient comme des portes de banque. Tu pouvais pas les ouvrir. Il fallait qu'ils te buzzent. Et je suis passée. Et je me retourne et Casey était là. Elle a fait « OK, Manav, well, I hope you have a great life. » Et je la regarde et j'ai fait « Je t'emmerde. » Est-ce que vous voyez pas, c'est le doigt d'honneur. Et elle est partie. Des au revoir plutôt chaleureux, non? L'histoire de Manon Manœuvre, digne d'un scénario de cinéma sur les tumultes de l'adolescence, prend un tournant important alors qu'elle quitte son école, sa prison, en compagnie de son papa Philippe. Comme le soulignait l'acteur Robin Williams, par définition, l'adolescent est l'être bouleversé, déboussolé par excellence. L'adolescence représente également une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et le récit de Manon se déploie entre Paris et Santa Barbara, explorant la question de savoir si l'âge adulte est réellement celui de la raison. Pour Manon, ce périple marque son cheminement de l'obscurité vers la clarté, une trajectoire complexe vers la paix intérieure. Ce chemin long et sinueux reflète la recherche et la découverte de soi à travers les vicissitudes de la vie. Et vous allez voir, Manon a énormément de recul sur tout ce qui s'est passé. Si vous découvrez l'histoire de Manon maintenant, là tout de suite, je vous encourage à mettre cet épisode en pause et à aller découvrir la première partie de son récit qui est d'ores et déjà en ligne. Sinon, c'est parti, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Let's go! Et là, mon psy était au téléphone, donc je vois mon père, je prends mon père dans les bras, mon père me prend dans les bras, je rencontre l'avocate, donc c'est l'avocate qui est venue. Elle a fait « T'es prête à partir ?» J'ai fait « Oui ». Là, il me donne le téléphone, la dame, elle me fait « Il faut que tu prennes ce coup de fil avant de partir ». Je prends, c'est le psy. Le psy, il fait « Manon, tu ne peux pas partir, je ne t'avise pas de partir, tu es sous médicaments, ton père, ce qu'il fait, c'est pas bien. » Hop, un autre téléphone commence à sonner. La secrétaire prend, elle fait « Oh, vous devriez prendre ce coup de fil. » C'est ma mère. En fait, le psy a appelé ma mère pour dire que mon père était là et était en train de me sortir. Elle était en larmes, elle hurlait, elle faisait « Non, ne pars pas, tu ne peux pas partir, tu dois rester là, c'est pour ton bien, tu es en sécurité. » Et j'étais là « Non !» Elle me passe ma tante, elle me fait « Manon, tu dois être là, tu dois être là. » J'ai fait « Non, je ne veux pas être là, je veux partir avec mon père, c'est ce que je veux depuis plusieurs années. Personne ne m'écoute, voilà, je pars. » Et là, ils me mettent mon petit cousin sur le téléphone, qui est toujours genre la voix de la raison, la tête sur les épaules. Et il me fait « Manon, réfléchis. » Et j'ai fait « Mais en fait, je t'emmerde. Toi, t'es en liberté. Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Et puis, ils savent pas ce T'es que à tu la vis. plage. Laisse-moi partir. Moi, je suis dans l'Utah. » Donc, hop, je raccroche. Je pars et je monte dans la voiture avec mon père et cette femme et mon père me tend une cigarette, il me fait « Est-ce que tu veux une cigarette ?» Et je fais « Oui. » Je fume une clope avec lui et il met la radio et il y avait Eminem à la radio. Tout ce qu'on t'avait interdit. Tout
ce qu'on m'avait interdit depuis des mois. Hop, on écoute Eminem. Et on rigole. Et l'avocate, elle fait, bon, je vais vous emmener à l'aéroport. Vous allez partir. Et il faut qu'on les perturbe. Parce que là, ta mère va te chercher, en fait. Ah, il faut quitter le sol américain rapidement. Je n'ai pas de passeport. Comment tu rentres en France? Tu peux avoir un passeport d'urgence ou... Alors, passeport français? On prend l'avion de l'Utah et on va à Phoenix, Arizona. Et comme je suis mineure voyageant avec mon parent, je n'ai pas besoin de pièce d'identité ni rien. Ils ont changé cette loi depuis, mais mon père, comme c'est mon gardien, il a pu en vol partout. domestique, ouais, tu peux. Voilà. Ouais. Donc, on arrive à Phoenix et on prend le prochain vol et on va à New York. Parce que ça nous rapproche de Paris mieux que Los Angeles, bien sûr, où tout le monde nous attend. Donc, je dis, partons à New York. On va à New York, on passe 3 jours au W Hotel avec mon père. Il m'achète absolument tout ce que je veux. Toutes les baskets, tous les t-shirts, tout. Tout. Oui, parce que t'as plus de fringues en plus. J'avais rien. Ouais. J'avais que des fringues. Comme il m'a dit qu'il faisait l'air d'être mormon. Genre les pantalons kaki jusqu'à là, avec un t-shirt manche longue. C'était le mois d'août. C'était la canicule. À New York, c'est très, très humide l'été. C'était horrible. Donc, il fallait m'acheter des fringues. Et on est ensemble. Mon père et moi, on est ensemble. Il me lâche pas de la main quand on est dans la rue. Ah, physiquement, il te tient? Ah, il me tient. Il me lâche pas. Et je me rappelle qu'un jour, il me dit, il faut que tu parles à ta mère. Donc, je dis, OK, je l'appelle. Et en fait, je vais dehors pour prendre le coup de fil. Et mon père me tire vers l'intérieur. Il me fait, tu peux pas prendre le coup de fil à l'extérieur. Des bruits trop caractéristiques de New York. Mais elle va reconnaître les sirènes de New York, en fait. Et je fais, OK. Donc, on me demande au restaurant où on était en train de déjeuner s'ils avaient une pièce où je pouvais me mettre où il y avait aucun bruit. Et on explique la situation. Ils me font, oui, bien sûr. J'appelle ma mère. Elle me fait, mais pourquoi t'es partie? En larmes, tu vois. Elle était désespérée. Elle me fait, t'es où? J'ai fait, je peux pas te dire, mais tout va bien se passer. Ça va. Je suis avec papa. Elle fait, Manon, il t'a kidnappé. J'ai fait, pas du tout, maman. Je ne voulais pas rester dans cette école. Hop, je raccroche. Puis on se réveille un matin. On est toujours à New York. Et puis, je parle avec la compagne de mon père au téléphone. Et elle fait, j'ai un mauvais pressentiment. Je fais, moi aussi. Elle m'a fait, rentrer. Et j'ai fait, OK. Donc, je dis à mon père, comment on est censé rentrer à Paris si j'ai pas de passeport? Il m'a fait, on va aller à l'ambassade. On va à l'ambassade de New York, enfin l'ambassade de France à New York. Et coup de chance, qui est fan des enfants du rock? Eh ben, l'ambassadeur français à New York. Voilà, il reconnaît mon père. On s'assoit tous les deux. Ouais. Et mon père explique que ma fille est débile et a perdu son passeport dans un taxi. Ah, d'accord. Il n'y a pas besoin de raconter toute l'histoire. On a besoin de rentrer parce que l'école va commencer bientôt, parce que c'était le mois d'août, et il faut rentrer. Et le mec, il fait, pas de souci, monsieur Manœuvre, je vous fais un laissez-passer. Donc, c'est un petit morceau de papier qui vient de l'ambassade et qui dit, cette personne a le droit de voyager sans passeport. C'est une personne de nationalité française. Moi, l'ambassadeur français donne le droit. Donc, on rentre à l'hôtel, on fait nos sacs, on book un vol, mais vraiment comme dans un film, on demande à l'accueil de l'hôtel, genre, est-ce qu'il y a un vol qui part à Paris? Oui, le 16h45, Air France, JFK. On a fait, on prend. On est monté dans l'avion, on a atterri. La compagne de mon père nous attendait à l'aéroport. Elle nous a ramenés à la maison. On a reçu un coup de fil de l'ambassadeur français de New York qui a dit, vous m'avez menti. Votre ex-femme vient de nous appeler. Je vous comprends. Et j'espère que vous allez bien vous occuper de votre fille et que tout va bien se passer. Et on a fait merci beaucoup. Et il a fait parce que maintenant, tous les aéroports vous cherchent. Donc, j'espère que vous êtes en sécurité. C'était vraiment une question de minutes, quoi. Question de minutes. On aurait pris le vol de 20h, on serait pas rentré. Ils nous auraient arrêtés. Donc, on est arrivé et a commencé ma vie à Paris. T'as quel âge là? T'as 15 ans? J'ai eu mon anniversaire de 15 ans à Paris. Là, c'était le mois d'août et je suis née au mois de décembre. Ouais. Donc, le mois d'août, j'étais à Paris. J'ai foncé pour aller voir mes grands-parents. Bien sûr, ça a été hyper difficile les premières semaines car toute la famille américaine détestait mon père et toute ma famille française détestait ma famille américaine. Et moi, j'étais au cœur d'un conflit, quoi. Et beaucoup de gens me demandent « Ah, mais tu parlais à ta mère, t'as pu lui pardonner, t'as pu accepter ?» Et en fait... Ça s'est pas fait du jour au lendemain. À la fin de la journée, ce qu'il faut que tu te dises, c'est cette femme t'a mis au monde. Right?
Cette femme a voulu te protéger. Tu t'es comporté comme une gosse de riche, tu t'es comporté comme un animal et tu t'es comporté comme une petite rebelle. Tu t'es pris plein de panneaux et tu aurais pu mourir. Elle t'a mis dans une école et maintenant tu es avec ton papa. Donc, à la fin de la journée, tu as eu ce que tu voulais. Tu es avec ton père, tu es à Paris, tu vas vivre ta vie. Ta mère est misérable. T'étais son monde entier et maintenant elle est toute seule. Elle est toute seule dans une ville où il y a des mecs plus âgés qui ont agressé ta fille et t'as porté plainte et maintenant tu es toute seule. Elle avait peur, elle ne savait pas quoi faire. Mais comment t'es arrivée à cette conclusion? Parce que ça prend quand même vachement de recul et surtout à 14 ans. Je crois qu'à 14 ans, la culpabilité pour tes parents reste, je crois, quand t'es jeune. Tu te sens mal pour tes parents. T'as de la compassion. Moi, j'ai beaucoup de compassion avec ma mère parce qu'on était toutes seules. Ouais. J'ai grandi toute seule avec ma mère. Ma mère s'est occupée de moi toute seule. Tu sais, elle n'avait pas 20 000 petits copains, ma mère. Elle avait toute mon enfance, je crois qu'elle en a eu 3. Des mecs vraiment gentils qui étaient cool, mais qui n'étaient pas prêts à s'occuper d'une gamine, tu vois, ce qui est normal, ce qui est cool. Mais c'était moi et ma mère contre le monde, en fait. Et je crois que pour ça, j'ai toujours un point faible pour elle, où même si elle me trahit, comme elle m'a trahi, c'est ma mère. Quoi, je vais arrêter de parler à ma maman? T'es folle. J'adore ma mère. Elle est géniale, elle est cool, elle est resplendissante, elle est intelligente, elle est tellement forte. Et là, elle savait juste pas quoi faire, en fait. Et pour moi, quand j'avais 14 ans, bon, c'était pas aussi facile. J'ai continué à me disputer avec mes parents jusqu'à mes 20 ans, je crois. J'étais difficile. Et comme tous les ados, finalement, aussi. Oui, voilà. Mais moi, je crois vraiment que... je suis d'accord que beaucoup d'ados sont comme ça. Je crois que je voulais toujours que ça soit un niveau plus dramatique à cause de ce que tu avais vécu. Ce mental que tout doit être comme dans une série télé, en fait. Tout doit être romantisé, romanticized. Et je dois toujours m'en sortir vainqueuse. Mais le Donc problème, ta vie, c'est le film dont tu es l'héroïne. Voilà. Et en gros, oui, c'est ça. Et c'est vrai. Pour moi, je vis mon monde et je vis les aventures que j'ai envie de vivre parce que tu as raison. Si tu veux pas être l'héroïne de ta propre vie, qu'est-ce qu'on fait? Et quand je grandissais, mes parents, ils étaient là pour moi. Ils m'ont vraiment offert le monde et moi, j'ai un peu merdé. Et du coup, je crois que c'est de là d'où vient un peu ma compassion avec ma mère. C'est que je me dis, c'est pas... J'y suis restée que 4 mois. Il m'est rien arrivé de hyper grave dans l'école. Il y avait des filles, il leur arrivait des trucs. Moi, bon, on m'a pissé dessus à travers le lit parce qu'on avait des lits superposés et que je parlais mal avec une meuf. Mais c'est des souvenirs, c'est drôle parce que... T'as pris vachement de recul sur tout ça. J'ai pris beaucoup de recul, j'ai lu beaucoup de livres de thérapie et je me dis, tu sais, à chaque fois, quand j'ai des pensées intrusives, il suffit de se dire stop, en fait. Stop, tu ne méritais rien de ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas fait exprès de subir tout ça. Et à la fin de la journée, qui tu es en tant que personne, aujourd'hui, c'est ce qui est important. Qui tu étais il y a 15 ans, ok. C'était qui ça tu fait étais partie il y a de ton 15 chemin ans. aussi. Voilà, ça t'a formé. Maintenant, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie. Je suis moins égoïste, un peu. Je suis moins égoïste, j'essaye d'aider les gens. J'ai écrit mon livre, vraiment, on l'a écrit en français parce que... Tu l'as écrit initialement en anglais. Je l'ai écrit en anglais et on a eu Isabelle Chelet qui nous a aidés avec la traduction. C'est une magnifique traductrice française. Quand tu dis nous, c'est qui nous? Mon père et moi. Ah, il a écrit avec toi? Et il m'a aidé. D'accord. Parce que mon père a écrit plusieurs livres, dont des biographies avec des artistes tels que Joe Starr, Paul Naref. Comme tu peux voir, mon histoire, c'est beaucoup de zigzags. D'aller-retour. En fait. C'est beaucoup d'aller-retour. Beaucoup de Paris-Los Angeles sur Air France Boeing 747. Et en fait, il était là avec moi pour m'aider à composer les chapitres. Parce que pour moi, je voulais juste dire, je me suis fait agresser par des mecs, j'ai pris de la drogue sans faire exprès et je suis dans cette école et je déteste ma mère et voilà. Et mon père, il a dit non, on va expliquer les choses bien. On va montrer aux gens que tu es humaine, en fait, que tu étais une enfant
que tu voulais juste que ton père se rende compte que tu existais. Parce que mon père me voyait pas. Mon père me voyait à travers une bouteille de whisky. Gardons les choses bien. J'aime beaucoup mon père. Je suis fière de l'homme que c'est aujourd'hui. Mais quand je grandissais, mon père était un alcoolique. Il l'est plus aujourd'hui. Dieu merci. Il a arrêté de boire quand j'avais 13 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Donc, je suis hyper fière de lui. Mais quand j'étais jeune, c'était pas un alcoolique violent. C'était pas un alcoolique lourd. C'était pas un alcoolique bruyant. Tu disais que c'était un alcoolique qui s'endormait. Et il dormait beaucoup. Et il ronflait beaucoup. Et mon copain, maintenant, il ronfle aussi. Et ça m'énerve. Il me fait, mais pourquoi ça t'énerve? Je sais pas. Mais c'est le traumatisme de l'enfance. Ouais. Je disais souvent, quand j'étais petite, j'avais le décalage horaire et je mettais Jurassic Park, Le Monde Perdu, en laserdisc, donc le monde avant DVD, sur la télé de mon père parce qu'il dormait dans sa chambre. Et je le mettais vachement bas le son et il ronflait tellement fort que t'entendais pas, que j'entendais pas les dinosaures et que je croyais que c'était les dinosaures, mais en fait c'était mon père qui ronflait. Donc ça a toujours été un peu notre blague par rapport à ce film. Ouais. Mon père me fait tellement rire maintenant. C'est tellement devenu un papa génial pour mon petit frère et ma petite sœur. Et sa femme Candy, c'est exceptionnel. C'est super maman. Super championne dans tout ce qu'elle touche. Elle était avec Johnny Hallyday pendant très très longtemps en tant qu'attachée de presse et maintenant elle travaille dans un autre domaine et c'est une inspiration en fait. Elle, c'est vraiment genre la Parisienne accomplie, tu vois, elle a tout et j'adore. Mais oui, donc quand je grandissais, mon père il n'était pas présent en fait. Et c'était pas abusif, c'était pas chiant, c'était pas quoi que ce soit, c'était juste il était bourré. Donc, il dormait tout le temps. Donc, lui, l'idée d'avoir une gamine de 5 ans qui court partout, ça devait être l'horreur pour lui. Mais avoir une adolescente de 14 ans, je crois que c'était pire. On a commencé à vivre ensemble. Donc, quand je suis sortie de cette école, il était avec sa compagne à l'époque, Virginie, qui était écrivain elle aussi. Et on vivait tous les trois ensemble. Et c'était très sympa. Bon, il y avait les disputes qu'il y a entre adultes et ados. Je voulais sortir, j'avais eu des mauvaises notes, ça allait pas se passer comme ça, blablabla. Puis, papa et Virginie se sont séparés. Et après, il y a eu une autre copine, mais je veux même pas parler d'elle parce que ça a été l'horreur. Mais après, pendant un petit moment, c'était juste moi et mon père. Et ça, ce qui était un truc que tu avais voulu aussi. C'est ce que je voulais depuis le début. Je voulais vivre juste avec mon papa, en fait. Et donc, on a vécu ensemble. Et c'était sympa. C'était pas une nounou, mais j'avais Joséphine qui était la femme de ménage de mon père, mais elle est devenue un peu genre ma nounou parce qu'elle était chez nous 3 fois par semaine et elle me surveillait. Elle était sûre que j'allais en cours après le déjeuner, que je rentrais à l'heure, etc. Elle me faisait toujours à manger, c'était génial. Et puis, un jour, mon père a décidé qu'il fallait raviver le rock à Paris et donner une nouvelle vie, une nouvelle vague. Et on a créé les Rock'n'Roll Friday au Gibus. Donc, j'avais 16 ans. Gibus, qui est une boîte. Une boîte de nuit à Paris, à République. Maintenant, je crois que ça s'appelle même plus ça Gibus. Plus comme ça. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que ça s'appelle, mais bon, gros bisous à toute la famille du Gibus, parce que c'était ma maison tous les vendredis soirs pendant 4 ans. Et donc, à 16 ans, mon rêve, je travaillais avec mon père en boîte de nuit à Paris pour des concerts de rock. Et j'étais à la porte et je faisais les listes des groupes. Les guest lists? Ouais, je faisais les guest lists et c'était génial parce que tout le monde voulait être gentil avec moi pour que je fasse rentrer leur petite amie. Et puis, il fallait dire qu'elle, c'était la cousine parce qu'en fait, c'était la maîtresse, nanani. Enfin bref, c'était un bordel. Mais c'était vraiment cool. C'était une jolie vague de mode à Paris. Les bébés rockers, tout le monde s'habillait comme à Londres dans les années 60. Pete Doherty venait à nos soirées. C'est ouf. On faisait des DJ sets avec Pete Doherty. C'était incroyable. Après, donc j'ai fait le lycée en France. J'ai eu mon bac. Voilà, je voudrais le dire à la radio. Bravo. J'ai eu mon bac au rattrapage, mais je l'ai eu. C'est pas grave, on s'en fout ça. Tu l'as eu. Voilà, c'est exactement ça. Je m'en rappellerai toute ma vie. Mon père était à New York pour un événement Ray-Ban. Et c'était l'année du bac de terminale. Et son amie Agnès Léglise m'a emmenée pour trouver les résultats.
Et j'ai eu mon bac. Je l'ai eu à quelques points, mais vraiment, je l'ai eu. Ouais. Et je l'ai appelé, il dormait, il était minuit à New York. Et j'ai fait, papa, j'ai eu mon bac. Et on a pleuré tous les deux au téléphone parce que c'était un sacré c'était chemin. un peu une preuve qu'on avait réussi ce qu'on avait dit, ce qu'on allait faire. On avait prouvé à tout le monde que ça s'est bien passé finalement de me sortir de cette école. L'épreuve finale, le bac, eh ben, j'ai réussi. Je l'ai eu. Et c'était une des meilleurs étés de ma vie parce que j'ai eu mon bac, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et j'ai décidé de partir aux États-Unis, à Los Angeles, pour passer l'été avec ma mère. Et c'était intéressant parce que je voulais pas rentrer vivre, mais finalement, pourquoi pas. J'avais fini l'école à Paris, je voulais plus être à Paris vraiment. Et donc, du coup, je suis partie vivre à Los Angeles de 19 ans à 20 ans, enfin 18 ans à 20 ans. Mais en fait, je m'ennuyais parce qu'aux États-Unis, il faut avoir 21 ans pour sortir. Ah oui, c'est alors vrai. qu'à Paris, depuis l'âge de 16 ans, j'étais pas rentrer en boîte. C'est vrai. J'avais une maison au Gibus, au Bus Palladium, au Queen. J'allais où je voulais. Tout le monde me connaissait parce que j'étais la fille de Philippe Manœuvre. Et je rentrais dans n'importe quelle boîte que je voulais. J'avais bouteille, je faisais ce que je voulais. Et j'arrive à Los Angeles et je pouvais même pas m'acheter une bouteille de vin au supermarché. Ouais, ouais. Je pouvais même pas m'acheter... aussi. Je pouvais m'acheter des cigarettes. Si. Ouais, c'est 18 ans les cigarettes. Ça. Ouais, je pouvais aller à la guerre. Je pouvais aller à la guerre. Ah bah oui. Oui, parce que je trouve ça toujours drôle aux États-Unis. T'as besoin d'avoir 18 ans pour rejoindre l'armée. Tu peux pas boire une bière pour célébrer le fait que tu es allé à la guerre avant tes 21 ans. Mais tu peux aller à la guerre à 18 ans. Bref. Donc du coup, tu t'ennuies un peu à Los Angeles? Je m'ennuie à Los Angeles. Je travaille comme caissière dans un supermarché. Pendant ce moment-là aussi, j'imagine que tu retisses des liens forts avec ta maman. Oui, voilà, avec ma mère, on devient amis à nouveau, on reconstruit tout, parce que j'avais jamais arrêté de lui parler. En fait. Ce que il n'y a tu disais, jamais eu de période où on se parlait pas. On a toujours été très proches. C'était juste beaucoup de disputes en fait, parce que je ne lui avais pas pardonné, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce aux champignons, j'ai fait le point dans ma tête et j'ai accepté ses excuses en gros. Mais donc j'étais avec ma mère et ça se passait hyper bien. Et puis je suis rentrée en France parce que ça ne fonctionnait pas. Professionnellement, tu veux dire? Ouais, je voulais pas travailler dans un supermarché et je suis allée à Coachella cette année-là. C'est l'année où il y avait Sébastien Tellier, MIA et Paul McCartney. Coachella, donc le gros festival dans le désert de Palm Springs, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 3 jours dans le désert à Palm Springs et mon père avait toujours dit que j'avais l'œil pour la photo. Il avait toujours dit, tu prends des jolies photos, tu fais des jolies photos, tu captures toujours le bon moment. Pourquoi tu ferais pas des photos à Coachella? Ce qui à l'époque paraissait cool. C'était pas aussi grandiose que ça l'est maintenant. C'était pas le festival d'influenceurs que c'est devenu. Voilà, exactement. À l'époque, c'était vraiment un festival rock, hippie, cool, pas cher, avec des tickets en papier que tu pouvais passer à travers les grilles. et je me rappelle que j'ai dit, OK, why not? Let's do it. Coachella, fuck it. You know? Et donc, j'ai pris ma copine à l'époque, Gina. On a pris sa petite Volkswagen parce que mon père avait réussi à avoir une chambre au Hilton pour moi et elle. Génial. Et il avait réussi à avoir une place de concert pour elle. Donc, elle est venue avec moi. Très bien. On arrive à Palm Springs, gros stuff. Oh, mon Dieu, on s'est éclaté. On a fait la fête. Et je prenais des photos. Et puis, mon père arrive avec sa compagne Candice. Et Sébastien Tellier joue. Et donc, on va pour regarder, je prends en photo. T'avais une accréditation en photo, du coup? Ouais. D'accord. Une accréditation Manon Manœuvre, rock et folk. Génial. Pour créer moins d'ennuis, parce que la France n'aime pas quand les enfants des gens travaillent dans la même catégorie qu'eux. Je m'appelais Tiger, petit tigre en fait. D'accord. Et c'était comme ça que je signais mes photos dans tous les journaux, Tiger. Donc, c'était cool. Et donc, j'ai fait mon premier Coachella et c'était génial. Et puis, je suis rentrée à Paris et j'ai dit à mon père, je veux continuer la photo. J'adore. C'est trop bien. Et en travaillant, en faisant plusieurs concerts pour Rock et Folk, à un moment, j'ai réussi à avoir un entretien avec Abacus Press, qui est une des plus grandes boîtes de photographes dans le monde.
et je me suis fait signer en tant que photographe par eux. C'est-à-dire que si je vais shooter un concert, toutes mes photos vont En chez exclusivité chez eux. Abaca et ils le publient sur leur site, leur catalogue, Ok. Et ils les vendent. et ils les vendent. Ma première expérience pour Abaca, ça a été Lady Gaga à Wow. l'Olympia. Génial. Personne ne la connaissait. La salle n'était pas complète. Donc premier Je suis- gros event ouais, voilà, je suis Lady avec Gaga. Lady Gaga, Abaca, et ça se passe hyper bien. La Chine achète toutes mes photos. Donc je me suis sentie hyper bien et donc je continue. Et là, j'ai beaucoup d'artistes et je me suis vachement éclatée. J'ai beaucoup travaillé pour Rock Folk et pour Abaca. Et puis, un soir, j'étais au Bus Palladium avec une copine, Victoria Froli, dont on se connaît depuis l'enfance parce que nos parents travaillaient à la télé ensemble. Et nous avons décidé de commencer à être DJ. Et on traînait beaucoup dans un club à Paris, dans le quartier de Bourse, qui s'appelait le Truscal. Et c'était un peu où tous les bébés rockers sortaient. Il y avait toujours Pete Doherty. Un Ouais. soir, il est venu avec Kate Moss. Oh mon Dieu. Wow. Alors que c'est un bar avec des bières à 2 €. Enfin, c'est rien de spécial. Mais pour nous, c'était l'ultime coolitude. Les Parisiennes, on fumait nos clopes. Le Truscal nous ont dit, si vous voulez, vous ramenez toujours plein de monde. Est-ce que vous voulez être DJ ? On a fait oui. Donc, on a gravé nos disques. J'ai pris tous les disques que je trouvais dans la collection de mon père, qu'il a un peu enragé. Pardon, papa. Parce qu'il y en a certains, ils n'ont pas réussi à revenir à la maison. Je les ai mince. gardés à vie. Parce qu'il a tous les bons CD. Bah, Il a j'imagine. absolument tout. Chaque album que tu peux penser, mon père a une pièce à peu près de cette taille. D'accord. Une dizaine de mètres carrés, un truc comme ça, un truc. Et immense. chaque mur, c'est des rangées de CD. Ah, Et wow. tout est alphabétique. Tout est Philippe Manœuvre, il est en CD, il est pas Ouais. en vinyle. Non, on a tout. Il a pareil. On a en nos vinyle. iPods. On a genre une dizaine d'iPods. Il avait un iPod jazz, un iPod Non, rock, un mais iPod sérieux heavy metal. Et il a sa collection de vinyles qui prend genre tout le grenier maintenant dans notre maison. Mais quand je grandissais, à Porte de Champéret, on avait une pièce de CD. C'est ouf. Une D'accord. pièce entière de CD. Et après, nos murs, c'était des vinyles. C'était génial. Incroyable. Mais donc on prend nos CD, on grave nos disques. J'avais mon petit ordinateur et on va au Truscal et on fait un DJ set. Et ça se passe hyper bien. Révélation. Tout le monde adore notre musique. On adore notre musique. Tout le monde est content. On danse jusqu'à 4 h du matin. C'est génial. On est payé 150 € chacune. On n'y croit même pas. Ouais, être payé pour faire un truc que tu kiffes. Ah ouais, et on a eu des boissons gratuites et on avait des clubs gratuits et tout le monde voulait nous demander des chansons et on a dit oui, ok, bon d'accord. Et donc on devient les Hot Chicks avec 2 X parce que un soir au Truscal, les Hot Chip, donc c'était un groupe électro-rock à l'époque, je crois qu'ils existent encore, sont rentrés dans le Truscal parce qu'ils venaient de jouer pas loin. Et ils nous ont entendus et ils ont fait « Hey, the hot chicks !» And we're like, donc DJ c'est resté. name. Voilà, c'est parti. Et on a fait pas mal de trucs. On a été dans Mutine, on a été dans Elle, on a fait plein de trucs. Victoria s'est vachement développée dans le côté de DJ. Elle a fait Paris Fashion Week, elle a fait des émissions de télé. C'était une batteuse à l'origine, c'est comme ça que je l'ai connue. C'était la batteuse dans un groupe qui s'appelait les Cognac Jays, qui jouait au Gibus. Pour les Rock'n'Roll Friday. Et puis, c'est devenu une batteuse pour la télé. Tu sais, genre, quand il y a un artiste qui joue à la Tour Eiffel, c'était elle, la batteuse. Et puis, donc, j'ai fait DJ. J'étais photographe et je vivais à Paris. Qu'est-ce que t'as pas fait ? Ouais, voilà, un peu. Ouais, c'était un peu ça. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu la vie parisienne, les croissants à 5 h du matin qui sortaient du four et toi, tu sors de boîte. J'ai tout vécu. Je vivais à Barbès. Je suis devenue vachement amie avec plein de gens à Paris de tous les cercles. J'étais amie avec les graffeurs, j'étais amie avec les racailles, j'étais amie avec les rock'n'rollers. Et puis j'étais amie avec la bourgeoisie aussi. J'avais des amis, ils avaient des 500 mètres carrés avenue Foch. Tiens, j'en veux plus de ce sac Chanel. Tu le veux ? Oui, ok. Pourquoi pas. Mais alors, comment est-ce que tu es revenue aux États-Unis du coup ? L'amour brisé. En fait, quand j'étais à Paris, après le DJ, après les graffeurs, après tout ça, j'ai rencontré un homme et j'étais amoureuse folle de lui. Vraiment,
prête à mourir pour cet homme. Un Français ou un Américain? Un Français. D'accord. Et c'était bad news. C'était mauvais. Tout le monde me disait que c'était pas une bonne idée. Il fallait vraiment partir. Il fallait se séparer de lui. Et moi, j'ai juste poursuivi le truc. Comme d'habitude, j'ai fait ma rebelle. Je ne suis pas allée pour celui que tout le monde voulait avec qui je sorte. Je suis allée avec l'opposé. Ça a créé pas mal d'embrouilles dans ma vie, juste parce qu'on ne venait pas du même monde. Voilà, je vais le dire comme ça. On ne venait pas du même monde, on ne venait pas du même milieu et on n'avait pas les mêmes ambitions. Et puis un jour, il y a eu une grosse confrontation et j'ai appelé ma mère en larmes et elle m'a dit « Tu rentres, ça suffit. Paris, t'as donné, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Rentre. » Donc, je suis rentrée à Los Angeles. Pour ne pas dire de bêtises, attends, parce que j'ai 35 ans, Ulysse a 11 ans. Donc, j'avais 24 ans. D'accord. Parce que Ulysse venait d'être né, mon petit frère. D'accord. Donc, je suis partie. Et je suis arrivée à Los Angeles. Et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Ouais. J'étais toute seule. Il y avait ma mère, il y avait toute ma famille, mais j'avais pas d'amis, je ne connaissais personne. Tu recommences à zéro, quoi. Ouais. À zéro en tant qu'adulte, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme nous, on est en train de le vivre en ce moment dans le Colorado, faire des amis en tant qu'adulte, c'est pas très facile. Et donc, j'ai trouvé des petits boulots à droite, à gauche. Dans des domaines qui te plaisaient ou des boulots alimentaires? Non. J'ai travaillé dans une boulangerie française, dans le Grove, qui est un supermarché en extérieur à Los Angeles. J'ai travaillé pour une Française qui s'appelait Joséphine. Et au début, je croyais que ça allait être ma meilleure amie. Et en fait, pas du tout. Ah mince. C'était une dingue. Pardon. Et donc, après, j'ai travaillé là. Après, j'ai été l'assistante de ma mère. Donc, ma mère, après son industrie de meubles, qui a un peu fait capote à cause de la Chine, parce qu'eux, ils pouvaient tout créer pour moins cher. Donc, pourquoi créer aux États-Unis quand tu peux créer en Chine pour moins cher? Sa compagnie a fait capote. Donc, elle s'est lancée dans les locations privées de luxe. De vacances ou pas? De vacances ou de longue durée, ce que tu préfères. Mais genre Selling Sunset, là, sur Netflix? Voilà, exactement. Maintenant, elle travaille pour The Agency. C'est Mauricio et tout ça. Elle adore Mauricio. Mauricio, on t'adore, si tu nous écoutes. Et donc, elle a commencé à travailler dans les locations privées de luxe. Elle avait besoin d'une assistante qui s'y connaissait en médias et en médias sociaux, photos, etc. Donc, j'ai travaillé pour elle, mais comme toute relation mère-fille, ça ne se passe pas bien professionnellement. Donc, c'est pas facile, même en couple ou des choses comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne comprenait pas. Ouais. Pour moi, ça paraissait hyper simple de hop, et tu envoies. Et tu envoies. Et pour elle, c'était mais pourquoi? Ouais. Et j'étais non, ça va pas fonctionner. J'ai quitté ce travail et puis j'ai commencé à travailler pour un restaurant de luxe, dans un hôtel de luxe, en tant que fille de réservation. Donc, je prenais les coups de fil et je faisais les réservations. Et puis, un jour, j'ai pas reconnu le nom de réservation qui était Harvey Weinstein and the Weinstein Group. Et j'ai pas reconnu. Je connaissais pas, j'étais pas dans le cinéma, j'étais pas... Et donc, je leur ai dit, non, on est complet. Et la femme a fait, pardon? I don't think you understand. Je ne crois pas que vous compreniez. Et moi, j'ai dit, non, on est complet. Je sais pas qui est votre patron, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et elle a fait, je voudrais parler à votre patron. Et j'ai fait, OK. Et c'était un Français. Et je lui passe à Christian. Je m'en rappellerai. Sa tête. Et il était à, pardon? Elle a dit quoi? Mais bien sûr que oui, nous avons une table pour vous. Ne vous inquiétez pas. Venez à 20h, 19h30. Parfait. L'heure de pointe pour les restaurants. Et je le regarde, je fais, mais pourquoi? Il m'a fait, t'es viré. Et j'ai fait, quoi? Il m'a fait, c'est un de nos plus gros clients et tu viens de leur dire qu'on est complet. Et j'ai fait, mais Christian, je ne savais pas qui c'était. Il m'a fait, où est ta liste de noms à toujours approuver? Et je l'avais perdu. Parce que j'étais jeune et que j'avais été photographe et DJ et fille de boîte de nuit. Mais la structure d'un restaurant 5 étoiles, je ne comprenais pas. Ouais.
Il me disait, viens habiller tout en noir. J'arrivais, mais avec un t-shirt, avec un loup dessus, tu vois. Mais c'était tout en noir. Et il me disait, non, rentre à la maison te changer. Je ne comprenais pas. Mes cheveux, ça n'allait jamais. Mes ongles, ça n'allait jamais. Je ne suis pas une personne qui doit travailler dans les endroits 5 étoiles. C'est tout. Bon, comme ça, au moins, tu sais. Ouais, oui, comme je dis à papa, je ne suis pas un drap blanc. Donc, je me suis fait virer du restaurant. Et j'ai appelé mon père et j'ai fait, je ne sais pas quoi faire. La photo, bon, ça marche toujours, mais tout le monde est photographe maintenant. Donc, il n'y a plus de médias imprimés. Tout est réseaux sociaux maintenant. Donc, l'argent, quand tu gagnais 500 € pour une photo, maintenant, c'est 25 €. Tu es là, bon, ok, ça ne fonctionne pas. Il me fait, et pourquoi tu n'écrirais pas ton livre? Ouais, pourquoi pas écrire un livre, mais sur quoi? Il m'a fait, sur ton expérience de provo. Tout le monde te dit que c'est un film, tu devrais l'écrire. Moi, je peux le montrer aux bonnes personnes et peut-être ça peut te gagner un peu de sous, un peu de trucs. Après, l'édition, ça gagne pas beaucoup d'argent. Ouais, non, c'est zéro argent en tant qu'auteur, je vous dis. Ouais. Et donc, je dis OK. Et donc, je commence à écrire mon bouquin à Los Angeles. Mon père m'aidait à payer mon loyer. J'avais un pote qui sous-louait ma chambre. Moi, je dormais sur le canapé dans mon appartement avec mes 2 colocatrices qui avaient, elles, leur chambre. Mon pote louait ma chambre. Moi, je dormais sur le canapé. C'était un bordel. Mais j'ai écrit le livre. Au début, j'y arrivais pas. Et mon père m'a fait, tu écris 15 pages par jour. 15 pages, c'est beaucoup, 15 pages. Mais il me fait, si tu écris 15 pages par jour, ça va passer vite. Donne-toi juste ce but. Donc, j'ai commencé avec 5 pages parce que 15 pages, c'était beaucoup trop pour moi. À la fin, on arrive à la fin du livre. Et donc, du coup, j'ai écrit le livre. J'ai pas parlé à ma mère la durée de l'écriture parce que la rage. Mais c'est ce que j'allais dire, ça doit être hyper dur parce qu'en plus, tu rentres aussi dans des détails. Tes parents, ils connaissaient pas tout, j'imagine, de ce que tu as vécu. Ma mère savait tout parce que j'étais obligée de tout lui expliquer. Le jour où j'ai pris la drogue avec le mec, ça a agi comme un sérum de vérité. Je pleurais, j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Ils étaient scellés par une croûte. Et ma mère, elle était là avec la serviette mouillée chaude sur mes yeux en train d'essayer de m'aider en me disant, mais dis-moi, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Manon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu sais, quand t'es petite, tu craques au bout d'un moment et tu dis et tu lâches tout, en fait. Tout est sorti comme un vomissement émotif. Je lui ai tout raconté. Et c'est un peu ce qui m'a mis dans la merde. Parce que je lui ai tout raconté. Ouais. Du coup, elle a fait, ah oui, ok, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Et donc, du coup, j'ai écrit le livre, j'avais la rage contre elle. Elle a compris, elle m'a dit, écris ta vérité, tu vois. Donc, j'ai écrit ma vérité. Mais après, ta vérité n'est pas la vérité de tout le monde. Ah bah, bien sûr. Donc, quand je lui ai envoyé le livre terminé à lire, elle m'a dit, si tu publies ce livre tel qu'il est, je porte plainte. Et j'ai dit, wow. OK, so much for being on my side. Tu vois, genre, OK, on va faire ça. Voilà pourquoi je ne voulais pas te parler. Elle a dit, c'est pour ça que tu ne voulais pas me parler, parce que tu écrivais des mensonges. À vrai dire, ce n'était pas des mensonges. C'était juste comment moi, je m'étais rappelé des actions. Et elle, on a tous nos ressentis propres. Elle mettait juste les points sur les i, tu vois. Elle disait, mais non, en fait, c'est toi qui as créé ce problème. Qui a apporté cette solution, mais en fait, on aurait pu éviter tout ça si tu avais juste été en cours, tu vois. OK. Aux États-Unis, ils disent le déni est la plus grande rivière en Égypte parce que le Nil, denial. Ah, j'ai entendu ça. Ouais. Mais c'est vrai que cette aventure a beaucoup déconstruit ma famille. Et on l'a reconstruite. Mes parents ne se parlent pas. Ma mère et mon père, ils sont plaisants s'ils se voient, mais c'est pas comme s'ils s'appellent une fois par mois. Comment va Manon? Comment vont les autres? On est tous un peu séparés, mais si on a besoin, on est unis. On est un front uni quand il le faut. Mais donc voilà. Donc j'ai écrit le livre. Ma mère écrit toutes ces petites notes en rouge dessus et je le réécris. Je prends en compte tout ce qu'elle écrit.
Je le montre à papa, je dis, elle a pas tort. Ça, c'est vrai que comment elle se rappelle, c'est vrai. Il me fait, OK, si tu es prête, on l'envoie à Isabelle Cholet. Elle le traduit, on le présente à Flammarion. Ils sont intéressés et on voit à partir de là. Et je fais, OK. Et bien, Flammarion, ils étaient super intéressés. On leur a envoyé 3 chapitres. Ils ont trouvé ça excellent. Et j'ai pu publier mon livre en France. Et donc, je suis partie en France ce Noël-là pour la promotion avec Flammarion. Et c'était très sympa. Flammarion, c'était une très bonne maison d'édition. Voilà, j'allais dire de literie. De littérature. Une très gentille maison d'édition. J'avais une superbe attachée de presse, Charlotte. On s'entendait super bien. Mais encore une fois, genre juste mon côté de pas vouloir rentrer dans le moule, ça plaisait pas trop aux Parisiens. Donc je pense que ça n'a pas trop... J'ai pas trop bien géré ma promotion. Genre, si je le faisais aujourd'hui, ma promo du livre, je serais... Tu la ferais pas pareil? Ah, je la ferais pas du tout pareil. Si tu C'est quoi qui a bloqué? Tout le monde m'a posé la même question. Qu'est-ce que ça fait que d'être la fille de Philippe Manœuvre? Eh bien, je vais vous dire, ça ne fait absolument rien. Il n'y a aucune différence à d'être la fille de Philippe Manœuvre ou d'être la fille de Gérard Depardieu ou d'être la fille de Albert, monsieur je ne sais pas qui. C'est, si ton père n'est pas là pour toi, it doesn't matter qui c'est. Ça n'a aucune importance de qui est ton père, de ce qu'il fait dans la vie. S'il n'est pas là pour toi, tu vas réagir mal dans la vie en tant que femme et sûrement en tant qu'homme aussi. Je vois mes amis qui n'ont pas eu leur père en grandissant. Ils sont mal. Avoir un père dans sa vie, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que même si ta mère fait les 2 métiers en même temps, avoir un père, c'est quand même un peu genre le point de Zeus. Tu vois, c'est Zeus, le dieu, qui met son coup de poing sur la table et qui dit non, on arrête. Eh ben, moi, j'écoute. Mon père, il me dit t'arrêtes, j'arrête. Ma mère me dit t'arrêtes. Bon, ben, je continue un tout petit peu. Mais. Donc, en fait, on t'a reçu trop en tant que fille d'eux et pas pour ton histoire à toi. En fait, tout le monde me posait la même question. Qu'est-ce que ça t'a fait que ton père vienne te chercher? Qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'eux? Et t'es là, oui, bien sûr, il faut mettre en avant que mon père était un père formidable, mais il faut aussi mettre en évidence qu'il n'était pas là la plupart de mon enfance, tu vois. Donc, à l'époque, j'étais tellement juste heureuse que mon histoire soit dehors et que j'ai reçu tellement de lettres de mamans. C'est vrai. Qui ne comprenaient pas leur enfant, qui se sont rendus compte que grâce à mon livre, qu'il se passait des trucs beaucoup plus graves avec leurs enfants, genre... C'est ouf le pouvoir de ce que t'as parce fait. que je raconte dans mon livre que le copain de ma mère met une grille sur ma fenêtre, mais qu'il se rend compte qu'il y a quand même des pieds, des traces de pieds qui ne sont pas mes pieds devant ma fenêtre. Et une mère m'a dit, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ma fille faisait le mur, parce que je suis allée voir devant sa fenêtre et il y avait des traces de pieds qui ne devraient pas être là. Et... bon, ok, oui, j'ai cafeté sur tous les secrets d'adolescence, de comment s'en sortir, faire le mur sans que tes parents s'en rendent compte. Mais je montre aussi le côté négatif de ce qui se passe si tu le fais. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, si je pouvais, j'y pense souvent. On te demande quel super pouvoir t'aimerais avoir. Moi, retourner en arrière. C'est vrai. Oh, je retourne en arrière, je me mets 2 baffes et je dis, assis-toi, va en cours. Arrête. Ce mec n'en vaut pas la peine. Ouais. Aller à la plage, ça ne vaut pas la peine. J'arrêterai tout. En fait, j'éviterai toute cette partie-là de ma vie parce que ça te reste pour toujours. Ouais. Peu importe le nombre de bonnes aventures que tu as depuis, de voyages, d'amour, de relations, d'amitié, de disputes, d'autres choses, ça remonte toujours à la surface. Il y a toujours un moment dans l'année où tout à coup, je suis là... j'ai fait ça, j'ai dit ça, Et j'aimerais... T'as l'air pourtant d'accepter vachement ce qui s'est passé. T'as l'air parce hyper que ça prend beaucoup de travail. J'imagine. C'était un gros travail dans le sens où, comme on a dit, pardonner ma mère, pardonner mon père et aussi juste me pardonner moi-même, en fait. Ça a pris beaucoup de travail. J'ai mangé beaucoup de champignons psychédéliques quand j'ai rencontré mon fiancé. Parce que j'avais jamais pris de champignons avant. On était dans le désert et c'était genre notre 4e rendez-vous et on était dans la piscine et il me fait tiens, goûte.
c'est un chocolat. Et je fais, oh, c'est un chocolat à quoi? Et je le mange. Un chocolat aux champignons psychédéliques. Oh, waouh. Et j'ai fait, oh, mon Dieu. Et il me fait, t'inquiète, tout va bien se passer. Et c'est vrai que ça s'est hyper bien passé. C'était comme dans un film, tout luisait, tout était beau. Genre, la piscine, c'était des diamants. Ma peau, c'était genre de la soie. Mes cheveux, c'était doux. Tout était bien. Et puis, on lit un article où ça dit les champignons psychédéliques peuvent aider avec le traumatisme du passé. Et je me dis, bon, pourquoi pas, essayons. Donc, on part dans le désert et mon fiancé fait pousser les champignons psychédéliques. C'est son travail. C'est ce qu'il sait faire le mieux au monde, c'est faire pousser des champignons. Et donc, il avait une nouvelle collection à essayer. Et il me dit, viens, on va les essayer dans le désert. Et donc, on va dans cette sublime maison à Joshua Tree, donc un peu en dehors de Palm Springs, avec nos chiens. On mange 2 grammes de champignons dans des Oreos, genre les petits cookies, et on les mange. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime pas. Mais bon, t'as le cookie, donc tu manges un autre cookie. Et mon fiancé, il sait un peu mon passé, mais si tu veux, c'est un passé que je partage plus. Avant, je partageais vachement mon passé, mais depuis que j'ai écrit le livre, pour moi, j'ai fait ma paix. T'as vidé ton sac, quoi. Voilà, j'ai vidé mon sac. Et pour moi, si t'as vraiment envie de savoir ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis la personne que je suis, lis le livre. Et j'ai beaucoup d'amis qui disent qu'ils ne veulent pas le lire parce qu'ils veulent pas. Ma meilleure amie, elle dit, elle veut pas lire le livre parce qu'elle veut pas aller taper ma mère. Pardon. Mais c'est la vérité. C'est un livre qui enrage les gens. Ça enrage les gens comment ma mère n'a pas essayé d'attraper mon père, l'attention de mon père plus. Il y a des gens qui sont enragés avec mon père. Pourquoi il n'a pas fait plus d'efforts pourquoi il a attendu que ça soit le cataclysme? Pourquoi il a attendu que je sois agressée? Pourquoi il a attendu beaucoup de choses. Donc, ça laisse pas de marbre, ça c'est clair. Oui, voilà. Ça remonte beaucoup d'émotions aux gens parce que je trouve aussi beaucoup de gens ont été abandonnés par leurs parents. Peut-être pas aussi visuellement que moi, genre le père qui a 11 000 kilomètres, mais il y a beaucoup de gens qui ont grandi. Ça réveille des traumatismes. Voilà, donc je crois que ça relève beaucoup de ça aussi pour les gens. Donc mon fiancé ne sait pas beaucoup de mon passé. Il sait que j'ai été dans une école, il sait la dispute avec ma mère, le père, blablabla. Mais il sait pas tout. Et donc, on prend les champignons et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on met? On met un film rigolo. Et je dis, mettons Nemo, le monde de Nemo. Parce que c'est beau, c'est graphique, c'est easy comme histoire. On est en train de le regarder et tout à coup, les champignons prennent effet. Donc, tout à coup, j'ai l'impression que l'aquarium, c'est dans ma maison, que les poissons sont là. Tout se passe super bien. Et puis, il y a une scène où le père de Nemo doit lâcher pour se sauver et sauver son fils. Et donc, ils sont coincés. Et c'est là où les champignons ont pris effet, en fait, sur mon corps et mon cerveau. Ça n'arrêtait pas de dire « tu dois lâcher prise, tu dois lâcher prise ». Et Jeff, mon fiancé, a dit « tout à coup, je te vois, tu t'es mis en boule et tu as commencé à pleurer et tu as mis tes mains au-dessus de tes yeux et tu as dit « non, je ne peux pas lâcher, non, je ne peux pas lâcher ». Et en fait, ça a réveillé en moi un peu ce deuil, cette haine, cette douleur que toutes ces expériences m'ont apporté, parce que tout crée une douleur en fait à l'intérieur de soi. J'ai l'impression que des matins, je me lève, j'ai 20 000 poignards dans le cœur parce que j'ai mal de ces souvenirs que j'aimerais ne pas avoir. C'est un traumatisme en fait que j'aimerais ne pas avoir dans mon cerveau. Bien sûr. Et donc j'étais là et pendant que ça disait « you have to let go, you have to let go », et je disais « I don't want to let go ». Et dans ma tête, c'était comme dans les films où ils font avec toutes les photos qui défilent. Ah oui. Tous tes souvenirs, tous les mauvais souvenirs que j'avais eus dans toute ma vie tu les se sont défilés devant mes yeux. Toute la douleur, les trucs autour du cou, les cheveux qui se font tirer, les yeux qui pleurent, t'as mal, tu peux pas respirer. Tu revis tout, quoi. Allez, en accéléré. J'ai pleuré pendant 6 heures. Oh, la vache! Mon pauvre fiancé qui lui aussi était sous champignons, qui me regardait et qui voulait juste me prendre dans ses bras, mais j'étais en boule sur mon propre canapé et je pleurais. À un moment, je pleurais tellement fort, il a fait « prends ma main ». Et ça a été comme
comme si ça m'était sorti du noir. Et je regarde sa main et il me tire vers lui. Et là, j'ai arrêté de pleurer. Et je me suis sentie, j'étais dans ses bras et j'avais encore des larmes. Il était, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? T'étais pas bien. T'étais dans un endroit, je savais même pas où t'étais. Tu étais en boule et tu pleurais, mais tu pleurais pas genre fort. Tu étais... Et j'étais, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me sens mieux. Et on est allé se coucher et je me suis levée le lendemain matin. Et t'avais plus mal? Et mon visage, j'avais l'impression que j'avais lâché genre 15 ans. Tu t'es délestée de quelque chose. Mon quoi. visage, j'étais C'est jeune, dingue. j'étais fraîche, d'avoir pleuré, c'était cathartique, Ouais. c'était tout le stress de mon visage s'était relâché, je me sentais bien, j'étais heureuse, j'ai appelé ma mère direct, première personne à qui c'est j'ai ouf. parlé. D'accord. Et je lui ai dit, maman, je viens de passer la nuit sous champignons. Elle m'a fait, oh non. Et j'ai fait, maman, non, écoute, pardon, je t'aime, tu es ma meilleure amie, pardon. Et du coup... Tu lui avais jamais dit pardon Non. avant? Waouh. Non. Et du coup, elle a commencé à pleurer. Et du coup, on a commencé à parler. Là, je lui ai dit, j'accepte et je suis désolée et pardon d'avoir été une petite merde. Quand tout ce que tu voulais, c'était une petite chipie, et ben moi, j'étais une rebelle et c'était pas cool. Et pardon. Et donc après, j'ai appelé mon père. Et c'est là où j'ai appris que quand mon père arrêtait de boire de l'alcool, il avait utilisé les champignons lui aussi pour s'aider. Et j'ai fait beaucoup de recherches et c'est prouvé que les champignons psychédéliques aident avec l'arrêt de l'alcool. Et les champignons, c'est pas addictif? Non, D'accord. du tout. Ça dure 48 heures dans ton système. Ah, mais c'est long quand même. Mais c'est pas le côté hallucinogène. D'accord. C'est C'est le juste que c'est présent dans psilocybin, ton... donc c'est l'effet des champignons. Mais en fait, l'effet euphorique vient d'une partie des champignons et puis le côté psychédélique vient d'un autre côté des champignons. Et donc du coup, avec les champignons, j'ai pu vraiment faire une paix sur mon cœur, une paix de mon cerveau. Et ça a été difficile. T'es en paix avec toi-même là. Ouais, et une sorte de paix avec moi-même. Je travaille encore Ouais. dessus. C'est le travail de toute une vie de toute manière. On passe tous vraiment, par là. C'est ça. J'ai écrit un livre, je me suis dit ça allait aider. Ça a aidé pendant un temps. Et maintenant, je trouve que, tu sais, on est parti de Los Angeles pour développer notre agence, notre compagnie de champignons ici dans le Colorado. Et je trouve que depuis que je suis ici, c'est un autre mental. En fait, on n'est plus obsédé avec le sport comme on l'était en Californie. En Californie, j'allais au sport tous les matins, 5 heures du matin. J'étais à la salle de sport tous les jours parce que dans ma tête, c'était ce qui allait m'aider. En fait, être fort physiquement, c'est ce qui allait m'aider à être fort mentalement. Et en fait, tu te rends compte que oui, ça aide, bien sûr que ça aide, mais aussi juste écrire ce qui te pose problème et regarder et travailler dessus, ça aide énormément. Oui, il n'y a pas qu'un type de thérapie, quoi. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils te disent en plus. Ils te disent il y a toute forme de thérapie maintenant. Mais je trouve que les champignons et me promener dans les montagnes avec mes chiens, ça fonctionne. C'est super. Donc du coup, aujourd'hui, tu développes ton business, t'es fiancée, donc vous préparez le mariage. On veut bien sûr se marier. C'est toujours drôle parce que c'est toujours la famille qui est plus excitée à l'idée du mariage que le couple. Donc, ma mère voudrait qu'on se marie hier. Et Jeff et moi, on prend un peu notre temps parce que financièrement, c'est cher, un mariage. Surtout aux États-Unis. Nous, on va se marier en Europe. Voilà, on a décidé, on va aller se marier en Espagne. D'accord. Parce qu'on aime beaucoup l'île d'Ibiza. Ma marraine habite là-bas, nos amis habitent là-bas. On aime bien être sur l'eau, à la Destination plage. wedding. Voilà, exactement. Donc, on est là. On a emménagé dans le Colorado il y a quelques mois, il y a même pas 6 mois. Et on est venu parce que donc, les champignons psychédéliques deviennent légales. Elles sont décriminalisées pour le moment. Et au mois de septembre, on espère qu'ils vont légaliser fédéralement dans cet État afin de créer des thérapies pour les gens. Et moi, en fait, mon but, c'est au mois de septembre aussi, je vais organiser une sorte de... Retraite ou... Une retraite. Ça se dit en français retraite aussi. Des séjours où tu... Ça va être un week-end pour femmes où on va offrir des séances de méditation, de yoga et ça va être basé essentiellement autour du cannabis parce que ça, c'est complètement légal ici. Mais on va aussi offrir des thérapies 1 sur 1
avec... En tête-à-tête, tu veux en dire? tête-à-tête, voilà, 1 sur 1. En tête-à-tête, One-on-one. avec une amie, Marilyn, qui est une guide du microdose, donc une chamane de champignons, si on veut. Et elle offre une mini-thérapie, en fait. C'est un travail permanent, en fait. Ne pas avoir honte de qui j'étais, ne pas avoir la haine contre qui j'étais. C'est un travail qui va me durer à vie. Peut-être pas, mais peut-être. Parce que tous les jours, il y a un truc qui me fait dire pourquoi j'ai fait ça comme ça. Hein? Petit à petit, ça va être moins en moins. Et un jour, il n'y en aura plus des pensées comme ça. Bah écoute, en tout cas, bravo pour le chemin que tu as parcouru. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le partager. Et puis, je te souhaite de retrouver cette paix de manière... je trouve plus le mot. Enfin, de la trouver pour de bon, quoi, en tout cas. La paix intérieure. Je ne sais pas si les gens trouvent la paix intérieure un jour, mais... Ils s'en rapprochent. Ils s'en rapprochent. Voilà, je me dis, si je peux faire passer ça d'un un ouragan catégorie 4 à genre une minuscule pluie sur l'océan, tu vois, j'aimerais mieux. Mais ouais, tous les jours, c'est un travail sur soi. Et puis, j'ai beaucoup de chance d'avoir un très bon cercle d'amis. Maintenant, ma famille, on est très bien. On se parle, on communique. Mais comme tu as dit, vous avez déconstruit pour mieux reconstruire. Voilà, exactement. Mon père, il est heureux avec sa femme et ses 2 enfants. Et j'adore mon petit frère et ma petite sœur. C'est vraiment il m'envoie des vidéos chaque semaine pour me dire coucou. Et j'aimerais tellement que la France soit plus proche. Parce que 11 heures de vol, c'est long. J'ai plus la patience, en fait, de faire le vol. Mais... Ah, puis ce décalage horaire, il est compliqué, je trouve. Ah oui, ça, c'est sûr. Le décalage horaire France-États-Unis... Les 8 heures, là, c'est épuisant. Mais ouais, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau monde. Et maintenant, je suis heureuse de la personne que je deviens, la personne adulte que je deviens. Parce que quand j'étais ado, je croyais que j'allais devenir quelqu'un de différent. Et je suis beaucoup plus heureuse avec qui je deviens, qui n'était pas à qui je m'attendais, en fait. Je crois que tout vient avec la maturité, en fait. Je crois qu'en grandissant, tu te rends compte que le monde calme est bien meilleur que le monde turbulent. Magnifique conclusion. Voilà. Manon Manœuvre. Fin de citation. Merci beaucoup, Manon. J'adore ce micro, il est bien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Manon pour son accueil, sa générosité et vraiment la justesse de son témoignage. Je sais que c'est une page qui est tournée et que c'est pas facile de replonger dans des moments aussi difficiles et aussi émouvants. Alors un immense merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à vos amis, vos collègues, vos voisins, ou encore à nous laisser un petit mot sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça compte énormément pour rendre ce travail visible. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir un parcours de retour d'expat, un parcours que j'avais commencé à vous raconter en 2020, alors que Déborah était rentrée en catastrophe en France au début de la pandémie du Covid. Sauf que depuis, elle est revenue. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Du coup, je regrette pas. Est-ce que je vois ma vie aux États-Unis ? Non. Est-ce que je la vois en France ? Non. Du coup, je crois que je vais devoir créer mon propre pays. Allez. Pourquoi tu la vois pas aux US ? Parce que j'avais eu des arrêts maladie en France, j'ai eu des arrêts maladie aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose quand même. Mon arrêt maladie était de pratiquement 2 mois. Ça a pris énormément de temps parce qu'ils ont dû couper les abdos. Je pense que pour une césarienne plus normale, c'est peut-être moins de temps, mais du coup, j'en sais rien, donc je ne sais pas. Mais du coup, c'était 2 mois, donc c'était long. Et j'avais quand même la RH qui m'appelait en disant, bon, bah, du coup, on va utiliser tes vacances, c'était sick days, mais après, t'auras plus de vacances cette sick days. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on continue à utiliser tes vacances ou est-ce qu'on te met sur genre comment ça s'appelle, genre short-term disability ou long-term disability, whatever it is.
mais t'es moins bien payé. Je fais bon bah écoutez, je vais peut-être retourner travailler de la maison quoi. Et du coup, je reviens de travailler de la maison. Je suis revenue avec un mois, je crois, à peu près un mois en avance. Parce que je voulais pas qu'ils utilisent mes vacances. C'est hyper humain comme système. Mais je serais ravie d'aller parler aux gens pour leur expliquer comment ça se passe autre part, parce que... Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. Encore merci.